Le truc que j'ai envie de dire, c'est quand vous avez un projet, menez-le à terme. Allez jusqu'au bout. Faites des choses, faites des projets. Faites des trucs super ou des trucs merdiques. Mais en fait, le fait de faire, ça permet de lever toutes les barrières ou du syndrome de l'imposture, ou de l'exigence mal placée, ou de l'ego, enfin, tout un tas de trucs là qui polluent un peu. Mais par contre, faire des projets, les mener à terme, collaborer avec d'autres gens complémentaires, qui ont des compétences complémentaires aux vôtres, faire des projets seuls ou en collectif, et surtout aller au bout. Bienvenue dans le podcast des photographes professionnels. Dans cette émission audio, je partage avec vous de grands entretiens avec des experts de la photo, de la vidéo, du journalisme ou encore de l'entrepreneuriat dans le but de vous aider à progresser et vous épanouir dans votre activité professionnelle. Cette semaine, nous avons rendez-vous avec Nathalie Cantaloube, directrice artistique de Pyrénées Magazine, ainsi que du festival de photo animalière de Cotteret qui fête cette année ses 10 ans. Dans cet épisode, elle nous parlera de son parcours de journaliste et des spécificités de son métier malheureusement assez mal connu. N'oubliez pas de vous abonner au podcast pour être tenu au courant de la sortie des prochains épisodes. Et si ce format vous plaît, n'hésitez pas à le faire savoir en le partageant et en laissant un commentaire et une note de 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Je vous laisse en compagnie de Nathalie et vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Nathalie, est-ce que tu peux te présenter ? Bonjour, je suis Nathalie Cantaloube. Je suis directrice artistique pour la magazine Pyrénées Magazine du groupe Bayard Milan Presse. Et en quoi ça consiste, ce boulot ? Alors ce boulot, c'est d'abord un boulot de journaliste. Et j'ai la chance d'avoir un taf qui est hyper diversifié, à savoir que je participe à la conception des sommaires, des numéros, du magazine. Et j'ai la chance aussi de participer à la définition des sujets, à la commande auprès de photographes, à la négociation et discussion de ce qui va être choisi d'être couvert journalistiquement. Et ensuite, une fois les commandes passées, les briefs passés aux photographes, au regard de l'angle qui a été choisi, l'idée c'est d'accompagner un peu les photographes pendant leur prod, s'ils ont besoin ou pas, selon leur niveau d'expertise ou de connaissance du magazine. Ensuite, je récupère le matériau photo, le texte. Je suis vraiment la première lectrice du mag en fait, puisque moi j'assemble le texte et l'image. Et l'idée c'est de continuer de faire une médiation pour faire passer le message qu'a voulu faire passer le photographe, le rédacteur et le magazine. Et donc, je passe ensuite à la phase de mise en page, qui va être définie en fonction des sujets, des autres thématiques, puisque Pyrénées Magazine est un magazine généraliste. Donc on peut parler de sport, d'exploration d'un territoire, de culture, de tradition, mais aussi d'acteurs socio-économiques. Donc l'idée, c'est de mettre en forme un message dans un magazine qui va évoquer, qui doit intéresser et cueillir le maximum de lecteurs, à savoir la diversité, la variété, le rythme du mag, et du coup le rythme aussi du sujet et la manière dont on va, à partir d'un angle journalistique, comment on l'aura traité. À savoir que en choisissant un rédacteur, on a un certain type de traitement, et en choisissant un photographe, on aura un type de traitement. Et l'idée, c'est de contribuer à, je ne sais pas s'il faut dire relater leur message, mais en tout cas contribuer à faire cette médiation à destination du lecteur et de la lectrice. C'est pour ça que moi j'aime beaucoup me positionner en première lectrice, parce que d'abord il faut que j'adore lire un sujet et être cueilli par le sujet et la manière dont il est raconté. Et c'est pareil en photo. En fait, c'est un autre type d'écriture journalistique, mais c'est vraiment le combo des deux que j'ai la chance de pouvoir appréhender, et tout en essayant d'en faire quelque chose, de faire le mieux possible dans le cas de ce passage de relais, parce que moi j'arrive je suis à la fois en amont et aussi en aval. Et après, comme on a une petite équipe, j'ai aussi la chance de pouvoir travailler après sur tout l'aspect imprimerie, chromie. Donc, à la fois, oui, c'est un magazine qui a
plus de 35 ans d'existence, mais c'est à la fois un magazine qui n'a pas des gros moyens financiers, mais la contrepartie, c'est que j'ai une grande diversité dans mes de missions et à la fois une grande autonomie et ça c'est vraiment c'est ce qui fait que encore aujourd'hui, alors que ça fait de nombreuses années que je bosse dessus, ben je m'éclate toujours autant quoi. Ouais, tu fais plusieurs boulots dans l'un en fait. Tu fais à la fois t'as le rôle d'iconographe, de maquettiste aussi, de secrétaire de rédaction, quelque part aussi. Non, c'est plus de première lectrice parce que secrétaire de rédaction c'est vraiment vérifier les infos, vérifier la syntaxe, vérifier l'orthographe, même s'il y a des correcteurs et des correctrices dans notre groupe qui bossent. Mais j'irai pas jusque-là. C'est plus un rôle de vigile sur ce qui va être raconté, que ce soit en photo ou en texte. Mais le secrétariat de rédaction, c'est vraiment un travail qui est très précis sur le texte, sur la syntaxe et sur la vérif d'infos. À savoir, par exemple, toi, ton profil, sur ta bio, être vraiment précis et pas dire une bêtise ou pas transformer un mot pour un autre, ou qu'une phrase puisse laisser penser, enfin, comment dire, soit peut-être maladroitement tournée et qu'elle puisse laisser penser à autre chose que ce qui est le réel, enfin, en tout cas, le réel des gens qui ont été interviewés ou rencontrés pendant le reportage. Mais effectivement, il y a cet aspect journaliste conception du sujet, la narration, l'histoire, quelle histoire on veut raconter, l'icono, la maquette, la mise en page, et ensuite la fabrication du mag avec effectivement tous les aspects techniques. Donc c'est ça qui fait que c'est plutôt sympa. Et puis, à chaque fois, l'équipe, on a la chance parce qu'on est sur un temps, enfin, on bosse sur un magazine, et je suis pas un hebdo ni un quotidien, on peut se dire, bon, ben voilà, tel sujet, comment on va le traiter, et parfois on va se dire, quelle narration journalistique on va prendre. Est-ce que c'est plus pertinent de faire une enquête? Oui, non. L'enquête, souvent, ça coûte des ronds, et il faut du temps. Donc on se dit, non, mais à ce moment-là, on fait plus un reportage 24 heures avec, mais qui va raconter plus l'histoire, qui va être plus en entonnoir, ça va être plutôt quelqu'un, plutôt que enquêter avec 5-6, par exemple, personnalités qui vont faire le même job sur toute la chaîne pyrénéenne. Ou alors, au contraire, on va se dire, non, c'est plutôt un portrait qu'il faut faire, parce que cette personne, elle est saillante, il faut vraiment faire un portrait. Donc, du coup, la périodicité du mag permet de choisir le traitement journalistique. Et ça, aujourd'hui, vu l'économie, enfin vu les conditions de survie de la presse papier, c'est quand même un super luxe quoi. Voilà, même si bon, on vit pas bien et on aimerait payer les piges beaucoup plus cher, mais il y a, je crois que la contrepartie, c'est que c'est des sujets qui sont à la fois créatifs et informatifs quoi. C'est-à-dire qu'en gros, tu mets de l'information dans un truc qu'on n'imagine pas qu'il y a de l'information, parce qu'on voit l'information dans le texte. On voit un peu plus difficilement l'information dans la photo. Là, je parle pour un peu le grand public ou l'extérieur. Mais on voit pas forcément l'information dans la mise en page ou dans un chemin de fer de magazine, dans un rubricage. Parce que le rubricage, nous, ça nous parle quand on connaît le métier, quand on est dans le milieu du magazine. Mais pour le lecteur, il sait pas que, enfin, il s'en fout quelque part que là, c'est un portrait, là, c'est une enquête, là, c'est un reportage. Mais par contre, il faut que ça soit inconscient jusqu'à son cerveau pour qu'il arrive à mieux comprendre l'information. Mais du coup, c'est un travail un peu de l'ombre que tu fais pour faire en sorte que ça passe, quoi. Oui, oui, t'as raison. Je pense que c'est ça. C'est vraiment, en fait, tu te mets au service de l'information, qu'elle soit textuelle ou visuelle, et en fait, moi, je considère que j'ai gagné quand les gens, les lecteurs lambda, et je dis ça, enfin voilà, c'est les lecteurs lambda, c'est les meilleurs quoi, parce qu'en fait c'est pas des gens qui te sont acquis, ils te disent qu'ils ont adoré le sujet parce que globalement souvent ils sont rentrés dans le texte avec beaucoup d'intensité et ils s'en souviennent très très bien, ils sont rentrés dans l'image et ma maquette va leur avoir facilité ça en fait. Et c'est ce qui fait que du coup c'est hyper fluide. Et moi mon job c'est que ça se voit, enfin il doit pas être vu finalement du grand public. Le rythme d'un mag c'est pareil, c'est-à-dire que des sujets trop longs ou mal rythmés, tu peux très facilement, enfin le grand public peut dire ce magazine il est un peu chiant, c'est un peu chiant.
Mais il saura pas expliquer pourquoi. Il saura pas pourquoi, mais à la fois c'est pas grave. Par contre, si on te dit ah ben ouais en fait Pierre Magazine c'est vachement bien en fait, je pensais que c'était un peu mais en fait c'est bien. Là ça veut dire que quelque part la comment dire le mix entre les angles, le texte, l'image et la maquette va avoir généré l'adhésion et va avoir cueilli ton lecteur et qui va te dire en fait je me suis régalé quoi, ou je me souviens de tel sujet. Mais effectivement, dans mon job, mais ça me pose pas de problème. Très tôt, je me suis dit que moi, j'étais plus dans l'ombre, plus en retrait. D'ailleurs, on signe les articles des rédacteurs, on signe les photos des photographes, mais c'est très 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 rare que même sur les réseaux sociaux, on évoque le travail maquette d'un DA ou d'un maquettiste ou d'un graphiste. C'est très peu, parce que aussi la loi a aussi, généré en fait le fait que juridiquement la propriété intellectuelle devait être donc signifiée et pour ensuite être rémunérée et pas plagiée et tout ça. Mais notamment, c'est vrai que bon, moi à une époque, bon maintenant ça m'a passé parce que je suis plus âgée et que je m'en fous et que je fais plein de choses hyper intéressantes. Mais à une époque, je me disais, c'est quand même dingue que des chartes graphiques de mag aient pas été, qu'il n'y ait pas de propriété intellectuelle là-dessus. Parce que ça, je dis pas que ça change tout, mais ça contribue quand même de façon assez importante à promouvoir le travail des journalistes, quel que soit leur job, quoi. Les monteurs radio, les monteurs télé, un très très bon sujet télé, papier ou radio, s'il est mal monté, ben ça fait flop, quoi. Mais je pense qu'après, ça fait partie du job et c'est pas grave, c'est comme ça, c'est vraiment des métiers qui sont destinés à en mettre en lumière en fait ce qui est important. Et ce qui est important, c'est pas la signature d'un rédacteur, même s'il écrit super bien et qu'il est très bon journaliste, ou la signature photo d'un photographe. C'est hyper important, mais on s'inscrit dans un collectif, voilà, qui est au final le plus important pour qu'un titre perdure ou qu'une collaboration, un duo, par exemple photographe-rédacteur, continue à perdurer. Je pense à Véronique de Viguerie qui sont toujours de sa rédactrice. Bon ben voilà, c'est ça qui est le plus important. Après le reste, ça l'est moins quoi. Oui, et puis quand tu es journaliste, le but du jeu, c'est que ça soit plus le sujet dont tu parles, qui soit mis en avant que toi en tant que personne. J'en parlais dans un autre épisode du podcast sur la question de l'ego et tout, et que tu vois à Visa de façon plus, parce que tu sais, quand tu regardes les projections à Visa, des fois, le crédit photo en blanc, tu sais, avec cette typo très forte, est tellement visible que les gens, t'as l'impression qu'ils regardent plus le crédit de la photo que la photo en elle-même. Bon, alors, je crois pas, moi. Je le perçois je comme pense ça, que toi, ouais. parce que t'es photographe, mais je suis pas sûre que les gens regardent ça. Ah, moi, j'ai l'impression que beaucoup de photographes le regardent parce qu'il y en a qui s'applaudissent quand ils voient le nom de leur agence ou leur nom à eux. C'est très particulier. Oui, mais après, c'est le jeu. C'est un moment aussi de célébration, de travail. C'est-à-dire que c'est un moment où des gens qui bossent seuls pendant toute l'année. Oui, c'est une consécration. Voilà. Et puis, se retrouvent là et communient voilà, de façon un peu païenne, mais, et du coup, moi, je dirais que oui, effectivement, pour ceux qui sont vraiment dans le sérail, de façon très intense, oui, ceux-là, ils regardent, mais après, je crois pas. Honnêtement, je crois pas qu'aux projections Visa, je pense que, au contraire, ils sont plutôt bluffés par le montage, l'editing quand même, et l'editing est dingue. La narration, le propos, enfin, et puis tu satures de beaucoup d'informations, de textes, d'images, de contextualisation géopolitique ou sociale ou tout, enfin, selon le sujet. Et du coup, je pense que c'est tout ça qui, à mon avis, c'est tout ça. Mais bon, j'ai pas la preuve et les stats. Moi, par contre, je sais que je vais regarder. Il y a des moments où je vais me laisser prendre par l'émotion et je vais regarder de façon, voilà, comme ce que je te disais tout à l'heure, première lectrice. Et puis après, il y a d'autres moments où je me dis, ah putain, cette photo, ces compos là. Et puis tout d'un coup, je vais me rendre compte que ça fait 3 fois que c'est le même photographe ou la même photographe. Et c'est ce qui fait que je vais après aller rechercher le travail de cette personne, mais parce que là, je suis plus repassée en mode pro, quoi. Mais et que là, le crédit. Mais qu'après, les gens s'applaudissent ou se célèbrent. Même si après, par rapport aux propos journalistiques, c'est toujours un peu compliqué. Visa, c'est toujours un peu, ces mondes parallèles là, c'est toujours un peu indécent et à la fois, c'est le reflet de l'humanité, de la vie, quoi. C'est ça. C'est une question d'ego, enfin, c'est l'humain, quoi, qui voit ça. Il y a Chauvel qui est passé dans le podcast, disait, à un moment donné, il disait que lui, s'il pouvait et s'il avait un souhait cher, c'était de
d'interdire de créditer les photos de guerre et de payer tout le monde pareil. Parce qu'il s'était rendu compte avec ces 50 ans de guerre que les gens partaient pour les mauvaises raisons, qu'ils prenaient des risques ou parfois ils faisaient des fautes déontologiques et éthiques parce que derrière il y avait leur nom qui était et des récompenses et de l'argent quoi aussi et même plus que de l'argent aussi du prestige, tu vois. Bon, c'est sûr que mais tu vois c'est marrant parce que ça fait appel enfin ça pousse à une réflexion sur ce qu'est le journalisme et ce que devrait être le journalisme. Tu vois, le fait de mettre en avant l'information avant tout le reste. Et du coup, pour recoller sur ton boulot, qui est en gros de mettre en avant le travail des journalistes pour informer au mieux, c'est comment par quoi ça passe? Ça passe par mettre des photos en double page, ça passe par comment en tant que graphiste, iconographe, directrice artistique, tu arrives avec de la matière première à faire mieux passer l'information ou la faire mieux comprendre par le grand public? Enfin, je vais te faire une réponse qui tu vas peut-être trouver un peu mièvre, mais je pense que moi, c'est ça. C'est que c'est mon cerveau au service de mes émotions, ou mes émotions au service de mon cerveau. En fait, c'est quand les deux matchent que je sens que c'est ça qu'il faut faire, en fait. L'instinct. L'instinct, mais peut-être travaillé, parce que l'instinct questionné, parce que voilà, je pense que quand on est journaliste, photographe, rédacteur, DA ou graphiste ou quoi, dans ces métiers-là, c'est quand même des métiers où enfin, l'émotionnel est très très fort. Et à la fois, il y a tout le background culturel, didactique, qui est vraiment très important et qu'on doit mener de front. Mais je pense que ces métiers-là, ils sont quand même choisis par des gens qui enfin, pour peut-être certainement beaucoup de raisons, mais je pense qu'il y a quand même ce truc-là chez les gens qui choisissent ça, d'être au service de l'information. Et en fait, l'écueil, c'est d'être gouverné par ses émotions ou gouverné par le rationnel, à savoir peut-être la carrière ou un truc comme ça. Et ceux qui réussissent, ceux qui ont cartonné, souvent, c'est les gens qui arrivent à gérer les deux. C'est-à-dire qui peut-être ont un peu questionné comment ça fonctionnait chez eux, quel dosage, et qui se sont un peu apprivoisés eux-mêmes en se disant, voilà, moi, enfin, j'invente rien, j'ai rien inventé, je suis un témoin de ce qui se passe, mais qu'est-ce que j'en fais moi, comment je le retranscris? Et du coup, moi qui ai questionné ça, je me rends compte que c'est l'intensité du moment où tu vas lire un article que tu trouves intéressant, informativement et alors émotionnellement plus ou moins, parce que si tu fais un article qui est plus branché sur un truc économique, mais par contre l'initiative de gens qui vont avoir monté une boîte dans un secteur ou qui vont avoir repris une entreprise familiale ou au contraire qui sont partis de rien, qui sont reconvertis, qui montent un truc même qui n'était pas hyper ambitieux à la base, mais qui l'ont fait de façon agile, intelligente, ben, à la fois intellectuellement c'est stimulant, et à la fois émotionnellement ça génère une petite admiration. Et quand tu as ces deux trucs-là, dans le texte ou dans l'image, ben là tu as envie de participer à témoigner de ça. Et moi c'est ça qui me fait actionner. Mais concrètement, dans la démarche, moi je sais que c'est ça, en fait. C'est ce qui fait que je vais être... je pense, le plus efficace dans mon travail. Mais du coup, ça se définit dès la définition d'un sujet, d'un angle, en fait. Des fois, tu sens qu'il y a un bon sujet, mais avec tes collègues, tu es obligé de te dire le sujet est bon, mais on n'a pas vraiment l'angle. Et puis, des fois, c'est beaucoup plus immédiat parce que c'est évident. Donc, mais encore une fois, moi, c'est pas la vérité vraie, c'est juste que je vis moi en travaillant dans un magazine qui est quand même confortable parce qu'il y a une longue périodicité et tu as le temps de questionner des choses. J'ai eu enfin moi ça a été très court ce que j'ai fait à l'école de journalisme de Toulouse là avec des stages et tout ça. En radio, en télé, moi j'étais pas faite pour ça, ça va trop vite. Moi, mon cerveau, mes émotions, elles ont pas le temps de digérer. Qu'est-ce que j'en fais? Bon voilà, moi j'ai très vite su que c'était pas pour moi. Moi c'était plus au long cours. Mais je pense que d'autres gens, ils vont avoir peut-être alors ce que tu appelles l'intuition, mais je pense que c'est la connexion cerveau-émotion, quoi, qui fait que d'autres, ils vont aller beaucoup plus vite. Ils l'ont su plus jeune et plus vite qu'il fallait faire ça et dire ça. Ou se positionner là pour faire une photo, ou raconter, ou interroger machin. Il y a peut-être aussi un rapport à l'actualité qui joue, parce que Pyrénées Mag, tu l'as dit, c'est une périodicité assez longue, c'est tous les mois, tous les 2 mois, tous les mois. 2 mois. Tous les 2 mois. Et du coup, c'est aussi des sujets intemporels parce que vous bouclez presque 1 an avant, je crois, de mémoire.
une grosse partie. Du coup, vous avez quand même une grosse partie des sujets qui sont décidés longtemps avant. Alors certains, ouais, qui sont en fait soumis à la saisonnalité. C'est-à-dire qu'effectivement, un sujet hivernal, si tu l'as pas commandé l'hiver d'avant, c'est un peu compliqué. Mais ce qu'on aime bien faire, c'est avoir effectivement, comment on peut dire, non, j'allais dire un terreau, c'est pas ça, enfin, un nombre d'articles qui vont être effectivement assujettis à la saisonnalité, mais ensuite de s'autoriser à avoir des articles qui peuvent nous être proposés au dernier moment et qui sont sans temporalité, qui sont plus, tu vois, et qu'on va pouvoir glisser et qui vont générer justement ces rythmes. Oui, il y a pas que, si tu veux, des sujets programmés et commandés très en avance. Il y a, c'est hyper important qu'il y ait des entrées d'air de sujets qui nous soient soumis au dernier moment, ou qu'on commande au dernier moment par rapport à ce qui peut se passer, et qui sont effectivement sur un autre registre. Ça va être beaucoup plus social, plus économique, plus humain. Mais qui humain. sont liés à l'actu, ou pas forcément? Oui, ça peut, mais après oui, on est d'accord, c'est relatif, c'est-à-dire ça va pas être une actu chaude, parce que nous on a toujours ce temps où alors on va se dire, il y a une actu, mais on va par exemple monter une rubrique qui va être, on va interviewer un pour, un contre, tu vois, sur un projet, par exemple la grande série, la méga série qui était en projet. Nous, effectivement, il faut qu'on soit assez humble sur le fait qu'on peut pas traiter ça. Donc en fait, on se dit quelle valeur ajoutée on pourrait amener. Ben là, c'est d'aller prendre de bonnes personnes ressources, de bons experts dans leur domaine avec j'allais dire leur credo, mais en tout cas ce pourquoi ils se battent depuis des années, et qu'on les fasse parler au même niveau. Et en se disant que le lecteur, si nous on fait une bonne interview avec des bonnes questions, lui répondra bien. En fait, les gens, si tu les interroges avec des bonnes questions, il y a plus de chances d'avoir des réponses intéressantes. Et ensuite, comment nous, justement, on le monte, on le propose, on le met en page, et de manière à dire au lecteur, voilà, on est en cours tout le monde est en cours de réflexion, et donc faites-vous votre avis. Enfin, c'est aussi ça, c'est pas asséner une vérité, parce que parfois c'est des sujets qui sont liés à l'actu, mais qui sont des débats de société, par exemple sur l'aménagement du territoire, sur est-ce qu'il faut sanctuariser une partie du territoire, ou plutôt créer des emplois avec des usines qui pourraient potentiellement polluer. Enfin, tu vois, c'est des gros débats, et là, c'est des questions qui t'amènent des éléments d'information, de réponse, mais ça reste des questions ouvertes, quoi. C'est pas. Oui, il y a une décorrélation de l'actualité qui permet de s'en émanciper quelque part, et de dire que même si demain il y a une décision qui est prise pour tel ou tel projet, ça vaudra quand même le coup de relire quand même le truc pour essayer de comprendre les éléments. C'est ça. Ça, c'est quand même vachement reposant aussi quand t'es à la tête d'un journal, parce que ça te permet d'être tout le temps dans l'intemporalité. Et ton magazine, enfin, Pyrénées Mag en plus, c'est typiquement, ça fait partie des journaux historiques, un peu comme Géo, où tu peux les retrouver dans un vide-grenier 30 ans plus tard, et prendre du plaisir à lire l'article, parce que alors qu'un journal même un bon journal comme Le Monde, 30 ans plus tard, ça n'aura pas la même valeur quand tu lis les trucs, tu vois ce que je veux dire? Parce qu'à ce côté un peu, c'est l'époque, mais c'est aussi une réflexion, plus que la réaction à une actualité. On essaie, mais après, on essaie. Après, je dis pas toujours qu'on y arrive, parce que je pense que c'est toujours perfectible, et on est soumis à des contraintes de temps, d'argent, puis des fois t'as une certaine ambition, et concrètement, c'est pas à la hauteur c'est perfectible. Mais oui, on essaie. Par contre, en termes de témoignages, tu lis un article dans la liste du Monde, il suffit de regarder la date à laquelle il a été écrit, et c'est un super rapport pédagogique. Enfin, donc, c'est juste qu'il faut que les lecteurs soient éduqués pour se dire que cet article-là est issu de tel média et il a été écrit en telle année. Mais si tu as ça, moi je me souviens de plus jeune, j'ai beaucoup lu d'articles qui étaient destinés à compléter ma formation. Je me rappelle, j'essayais de lire Le Monde diplomatique, parfois je m'endormais un peu dessus, mais l'idée c'était de m'augmenter en termes de culture générale. Et là, ça pouvait être écrit 2 ans avant. Tu vois, il y avait un fond didactique qui était très fort. Donc moi, je trouve ça hyper noble quand même, vraiment. Et nous, la difficulté, c'est qu'à la fois, on est généraliste, donc il faut pas qu'on soit trop pointu.
Et à la fois, il faut qu'on ait un niveau que les intervenants et les journalistes qui rédigent les papiers, il y a un niveau de détail, d'expertise. Tu vois, par exemple, je prends un exemple sur la biodiversité. Il faut pas, si on fait une monographie sur une espèce, il faut que ce soit à la fois pointu pour que les gens qui connaissent un peu apprennent des choses, et à la fois, faut pas non plus trop en mettre, sinon tu perds les gens, quoi, parce que c'est un peu trop. C'est pour ça que on essaie, mais je sais pas si on le fait correctement, quoi. Mais on essaie. Après, la périodicité fait que je pense que ça marche bien. Parce que si en plus, quand tu prévois les sujets longtemps à l'avance, tu es obligé de penser dès le départ à ne pas rendre périssable Oui, une information ou un oui, article. oui. Ça te guide sur la manière dont tu le fais. C'est pour ça que les étudiants en journalisme, il faut toujours qu'ils pensent, quand ils veulent proposer un sujet à un média, il faut qu'ils pensent euh, aux médias qui vont cibler et effectivement au délai. En fait, il faut prendre toutes ces contraintes-là en tête pour se dire, bon, si tu mets plus ou moins de temps à le proposer ou à écrire ton synopsis, ou après que ce soit en texte ou en photo, mais il faut toujours avoir en tête que si c'est trop, comment dire, à court terme, ou enfin, ça peut être, comment dire, obsolète ou périssable. Parce qu'il y a quand même une notion de la presse, c'est un produit qui est destiné à être vendu. On n'est pas, enfin, voilà, c'est pas. Il faut que ça reste attractif parce qu'il y a une valeur ajoutée dessus. Donc effectivement, ça te guide. Mais du coup, comme moi je dis toujours, la contrainte née à la créativité, ben ça, tu vois, c'est un postulat que tu intègres et qui est pas plus mal. Après, chacun ses contraintes et en fonction, ça t'oblige à être créatif pour en faire quelque chose perfectible, parce qu'effectivement, après, souvent, tu avais prévu de traiter un sujet de cette manière-là, et après, le résultat, il est parfois à la hauteur, parfois un peu moins bien, parfois il y a eu des difficultés pour le réaliser, ou des problèmes financiers, ou météo, parce que nous, on est quand même soumis beaucoup à la météo aussi. Et puis, il y a tout un tas de trucs qui, par rapport à un magazine, les annonceurs, les moyens dont tu disposes pour faire ton mag, tu voudrais payer des photographes plus, mais malheureusement, tu es dans une enveloppe budgétaire où il faut que tu partages. Et l'idée, c'est pas de faire 4 sujets dans un mag. L'idée, c'est d'avoir un maximum de diversité de mag. Mais ça veut dire que par contre, il faut... Enfin, comment dire, financièrement, ben, du coup, la rémunération... Donc, même si on souhaiterait tous pouvoir rémunérer la pige de façon beaucoup plus importante, mais on est quand même dans un groupe on est loin d'être les seuls. Et je pense que, comme par exemple, nous, on paie comment dire, dans nos productions, enfin dans nos commandes, les photographes, les rédacteurs sont payés au moment où ils rendent, à livraison, et pas à publication. Parce que tu vois, typiquement, quand tu parles d'un sujet divers pour l'année d'après, si tu devais attendre, si le pigiste devait attendre l'année d'après pour être payé, ça serait quand même compliqué. Donc, Bah, c'est clair. C'est vrai il y a pas mal de journaux qui payent à publication. Et ça, c'est vrai que c'est problématique parce que derrière le fonds de trésorerie, le besoin en fonds de roulement, comme on dit ça, on appelle ça dans le jargon, c'est un peu compliqué. Euh, J'aimerais bien qu'on parle de ton autre actualité, enfin ton autre activité, pardon, de directrice artistique de festival. Parce que tu bosses pas que pour ce magazine, tu bosses aussi pour un festival à Cauterets. Et ça permettra de parler aussi du fait que, parce que les gens qui nous écoutent, c'est beaucoup des photographes indépendants qui cherchent des moyens aussi de rentabiliser leurs reportages. Et les festivals, aujourd'hui, c'est aussi une façon de le faire. En quoi ça consiste? Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? alors, le festival pyrénéen de l'image nature, c'est chaque année à Cauterets, le dernier week-end de septembre. Donc là, cette année, ça aura lieu du 26 au 29 septembre. D'habitude, c'est 3 jours. Là, cette année, ce sera 4 parce qu'on fête les 10 ans. Et l'histoire, elle est plutôt sympa parce qu'à la base, c'est plusieurs personnes qui se mettent autour d'une table. Et dans ce groupe, il y a Marie Hervieux du Parc national des Pyrénées, qui est la DIRCOM, qui est voilà, quelqu'un de super. Cécile Gounod et Jean-Jacques Camara de l'Office français de la biodiversité. En fait, et du coup, l'idée c'était de se dire, ça serait super de faire un festival naturaliste,
Donc vraiment quelque chose qui au service de la biodiversité sur le territoire pyrénéen, cotterêt, parce qu'il y avait un lien, parce qu'il y avait une espèce d'évidence. Du coup, sollicitation de la mairie, enfin tout Florence Garès de Pyrénées Magazine qui a été aussi sollicitée. Enfin, ça a fait une espèce de petit brainstorming en petite équipe, quoi, de gens qui collaboraient, qui se respectaient, qui avaient l'habitude de bien collaborer. Et du coup, c'est devenu, si on faisait un festival avec des expos photos, des films, des confs. Et c'est parti un peu comme ça. Et moi, j'ai eu la chance d'être, que Florence me dise, si ça te botte, voilà, on bosse dessus ensemble. Et du coup, ça fait 10 ans. Et en fait, ce qui est assez génial, c'est que c'est une autre, encore un monde parallèle, mais j'aime bien. Peut-être c'est ma façon un peu, je sais pas comment il faut dire, mais souvent je trouve qu'on est dans plein de mondes parallèles et que c'est assez étrange, mais c'est comme ça. Et du coup là, c'est vraiment au service de la biodiversité. C'est exposer le travail de photographes qui ont vraiment une fonction qui sont de très très bons photographes, de grands photographes. Alors certains qui sont très très connus, on a eu la chance d'avoir des grands photographes qui sont très connus, d'autres plutôt débutants, mais leur mission c'est de promouvoir la biodiversité, la défendre, tout ça, protéger la nature. Et du coup sur toute la planète, c'est pas forcément que, parce que c'est Festival Pyrénéen, mais c'est pas que du tout pas que franco-français ou pyrénéen. Et l'idée, c'est de se dire, si on propose des expos photographiques de grande qualité au public, en fait, on participe ça a une valeur pédagogique, esthétique, émotionnelle. Et ensuite, du coup, pareil, des films, en fait, des documentaires qui sont hyper intéressants sur tout un tas ça peut être un tas de thématiques à travers la planète ou par rapport à des espèces ou à des spécificités. Et puis on s'est dit on fait des conférences, puis il y a des animations, puis on s'est dit ça serait bien qu'il y ait des scolaires. Donc et du coup c'est devenu une équipe où on est une dizaine dans le copil, on se voit tous les 1 mois et demi. Et chaque année on a à cœur de renouveler ce moment qui est vraiment plutôt génial parce que vraiment c'est vraiment génial de rencontrer. Moi je kiffe à fond rencontrer tous ces photographes là qui me racontent leur affût, qui peut être dans le Jura comme dans le Yukon, et c'est des vies que j'aurais jamais. Enfin, tu vis un peu par procuration leur job, et ensuite ça va être des gens qui sont passionnés par ou une espèce ou un territoire. Donc c'est plutôt sympa, hyper convivial. Et c'est vrai que d'année en année, au départ on était tout petits. Comme c'est plutôt assez convivial, assez sympa. Notre réputation s'est faite au niveau du monde des photographes naturalistes renommés. Et du coup, on a pu avoir vraiment des grandes signatures qui sont venues nous voir et qui se sont régalés. Du coup, c'est devenu aussi des copains, des gens que tu suis, dont tu suis le travail avec admiration. Et puis qui amènent un fond documentaire sur ceux qu'ils ont choisi de couvrir et qui souvent, c'est le passion ou d'une vie ou en tout cas où ils ont... Parfois, je me dis qu'il y a je sais pas si c'est vrai, si je dis une bêtise ou pas, mais qu'il y a une similitude entre les photographes de guerre et les photographes naturalistes. Il y a quand même une espèce de côté un peu comme ça, très espèce de monothématique qui guide un peu, tu vois, leur vie. Et c'est vrai que pour revenir au festival, ce qui est sympa, c'est que maintenant on a entre 5, 6, 7, 8 000 personnes qui viennent sur le festival pendant 3 jours. Et on est hyper fiers de ça. Et on ne veut pas grandir plus parce qu'il faut pouvoir les accueillir correctement. Mais du coup, c'est vraiment, vraiment hyper nourrissant, en fait, vraiment hyper intéressant. Et du coup, on questionne. Il y a à la fois montrer l'esthétique par la photo, mais après, par le documentaire, le questionnement, il y a les confs, et à la fois, on s'est emparé au fil des années de toutes les questions par rapport au climat, par rapport à la responsabilité de l'homme. L'idée, c'est pas de culpabiliser lui-même, mais en tout cas, comment on peut intervenir, mais tout en faisant très attention dans la manière dont on s'adresse au public. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas ni de culpabiliser les gens, mais c'est quand même de questionner l'état de la planète et de donner des infos et de faire passer l'émotion. Et c'est pour ça que moi, je prends vraiment un réel plaisir, parce qu'en plus, au fur et à mesure des années, je me nourris de toutes ces connaissances
naturalistes en fait, qui étaient pas de ma culture au départ, quoi. Moi, vraiment pas du tout. Donc, du coup, c'est passionnant, quoi. Donc, le recrutement des candidatures photos, l'exposition photos sous un chapiteau, l'accueil des photographes. On fait un apéro photo, on les fait parler d'un grand moment qu'ils ont vécu. Enfin, on essaie de faire des petits formats comme ça qui sont un peu... Et pareil, il y a des réalisateurs, les scénars, les confs. Donc, mais tout ça, ça reste à échelle vraiment humaine, hein, au sens que c'est très convivial et c'est pas du tout... c'est très accessible, enfin, c'est facile quoi pour le public de rentrer en contact avec les gens qui interviennent et qui sont pas forcément accessibles quoi. Ouais, pour les photographes, c'est une occasion aussi de montrer leur travail, mais aussi d'en vivre aussi, parce qu'ils vendent des tirages, ils vendent des livres. J'ai pu me rendre l'année dernière sur le festival. Je trouve ça vachement bien, hein. C'est super cool de voir. Ça ressemble un peu à sous cette tente, un peu à comme ça a des allures un peu à la fois d'expo traditionnelle, un peu comme dans une galerie, mais aussi un peu comme un salon professionnel où on peut aller sur le stand, discuter avec les gens, ils présentent des trucs, ils présentent des produits. Ça peut être des petites cartes postales, des tirages, des livres. C'est vachement bien de voir parce que quelque part c'est un truc que je milite pour ça sur le podcast à chaque fois, mais c'est pour ça que j'aime bien rencontrer aussi des photographes de mariage, parce que les photographes de mariage sont très créatifs dans leur façon de vendre leurs photos, tu sais. Ils vont réfléchir à avoir une clé USB personnalisée, puis après te proposer un upsell qui est un tirage, et puis ils vont t'appeler le jour de ton anniversaire pour... Oui, ce que moi j'appelle les produits dérivés, alors que nous, dans le journalisme, on n'a pas trop l'habitude de... c'est un peu compliqué, tous ces aspects-là, ouais. Et c'est vrai que moi, pour être honnête, pour ce festival, je souhaiterais vraiment qu'on puisse rémunérer les photographes qui exposent. Sauf que financièrement, c'est encore compliqué pour nous, parce que on est dans une configuration où on fait... je pense, alors après, peut-être je suis pas humble, mais on fait un joli festival avec un budget qui est pas ridicule du tout, mais qui est pas monstrueux non plus. Et du coup, dans l'idée, on les loge, on les défraie, on les héberge, on les nourrit, on les bichonne. En plus, tout est vraiment super, enfin, de façon qualitative. Je sais pas si tu as pu t'en rendre compte, mais donc il y a vraiment tout ça qui est vraiment hyper important en termes de respect. Mais par contre, sur l'aspect rémunération, qui devrait être dans l'absolu, moi je trouve que ça devrait être. Ça, c'est encore compliqué pour nous, mais on essaie de compenser, voilà, de cette manière-là. Et du coup, effectivement, ce que beaucoup de photographes naturalistes ont compris, c'est que effectivement, vendre des tirages à plus petit format, alors pas forcément, parce qu'il y en a certains aussi qui sont ils ont des tirages numérotés en galerie, et là, par rapport à leur... Mais en fait, de mélanger ces différents publics, je trouve que c'est pas mal. Et ensuite, ceux qui souhaitent, certains qui ont une grosse... je pense à Nicolas Rouillard-de-Mer qui a vraiment une belle notoriété, qui est en galerie. Bon, mais lui, il va pas du tout chercher à vendre. Enfin, par contre, lui, il contribue à faire connaître son travail et à développer sa notoriété. D'autres, par exemple, ils vont plutôt essayer de vendre des petits tirages pour alors pas rentabiliser leur séjour, mais en tout cas, vu que le séjour, il va sur le festival, il va être, enfin, on va revenir à un truc un peu une opération blanche, ben, à retirer un petit bénéfice. Mais après, effectivement, c'est quand même, enfin, on va pas se mentir, c'est toujours misé sur l'avenir, la notoriété. Parce que clairement aujourd'hui, on aimerait beaucoup que la rémunération soit là, mais c'est trop complexe quoi pour nous. Ouais, mais c'est pas si choquant que ça, en fait. En fait, au final, on en avait parlé tous les deux l'année dernière, je me rappelle, parce que... Je te l'avais dit l'année dernière. Comment? Je te l'avais dit l'année dernière. Bah, en fait, vu qu'il y a ce côté un peu salon pro, tu vois, quelque part. Quand tu prends des salons, je prends par exemple, je sais pas, le salon du mariage. Je vais pas comparer Cauterets avec le salon du mariage, hein. Ne me tape pas tout de suite. Mais, mais tu vois, il y a ce côté au salon du mariage, tu payes pour avoir ton emplacement. Et le photographe paye pour, tu vois, pour pouvoir vendre ses photos. Et en échange, l'orga prend pas de commission sur ses ventes. Tu pourrais aussi très bien dire, on pourrait prendre une commission sur vos ventes, un truc comme ça. Non, oui. Tu as raison, non. Au final, il y a un deal gagnant-gagnant qui est quand même assez cool, quoi, pour le photographe. Je veux dire, c'est pas... Oui, il n'y a pas de... on ne paie pas pour être présent au Festival Pyrénées Image Nature. On est sélectionné sur candidature en essayant d'être... voilà, après forcément, on a entre 12 et 14 expos photos. Donc par rapport au nombre de candidatures qu'on a, c'est sûr que c'est
pas énorme parce qu'effectivement il y a un gros tri qui se fait, mais effectivement non, à aucun moment voilà, on ne fait, il n'y a pas non plus de photographe invité d'honneur. Moi j'ai beaucoup de mal avec ce genre de, même si je respecte les autres festivals qui fonctionnent de cette manière-là, mais moi je souhaitais pas travailler de cette manière-là, c'est-à-dire je trouve ça super chouette qu'il y ait des photographes qui aient des grosses notoriétés, qui exposent aux côtés de photographes débutants parce que moi j'ai grandi grâce à des gens qui m'ont appris des choses quand j'étais débutante, qui m'ont tendu la main, et maintenant j'essaie de transmettre des trucs, et du coup je trouve que et j'ai la chance sur ce festival de travailler avec Jean-François Marsal qui est un photographe naturaliste, qui est un ancien du PGHM de Pierre Fitness Talaz, et qui, du coup, on partage le même point de vue. C'est-à-dire, pas d'invité d'honneur, on hiérarchise pas les photographes. Après, le public va préférer, enfin, chacun, tu peux te dire, hein, moi j'ai adoré cette expo, j'ai beaucoup moins apprécié celle-là. Ça, c'est normal. Mais en tout cas, dans la config du festival, que ce soit les réalisateurs, on a eu Jean-Michel Bertrand qui avait fait Vivre avec les loups, là, tu vois, qui a été diffusé. Qui est quand même, qui a une belle notoriété dans ce milieu-là, mais il a été reçu et diffusé, en tout cas promu de la même manière que les autres. Et en l'occurrence, bon, comme c'est un gars qui est hyper simple et authentique, il a trouvé ça super sympa. Parce que, tu vois, il y a cet aspect où l'idée, c'est que chacun fasse passer ses messages, et ensuite, tu vas avoir son docu, tu vas avoir telle expo, t'as préféré ça là, ça. C'est pas grave, mais par contre, t'étais là, t'as profité, tu t'es nourri, t'es pas tout à fait le même, quoi. Un peu comme quand enfin, je sais pas, une fois j'avais lu ça sur l'art où on disait que c'était ça. L'idée, c'est que tu sois pas tout à fait le même après. Ben là, c'est pareil, quand tu lis un article de presse ou quand tu vas dans un festival, quel qu'il soit, tu ressors, t'es un peu différent. Mais t'as le droit de pas avoir kiffé les mêmes trucs, quoi. Donc, Ouais. Non, mais c'est vachement bien de mettre les gens sur. Et puis, tu sais, il y a quand même des concours qui continuent de faire payer les photographes pour concourir. Tu vois, je citerai pas de nom, mais il y en a quelques-uns qui sont assez connus en plus, où tu es obligé de payer 10, 20, parfois 50 euros pour mettre une photo, pour proposer une photo en candidature. C'est assez incroyable, mais c'est une économie aussi du. oui, ben c'est des sources de financement. Alors après, je peux comprendre que on adopte ces systèmes-là, mais moi, je ne souhaite pas y participer. C'est-à-dire que nous, voilà, les concours, il n'y en a pas. Euh, non, enfin, c'est compliqué à aller là-dessus. Après, il faut vraiment être sûr, enfin, éthiquement sûr qu'on se sent aligné quand on fait. Mais peut-être que certains le font. Après, je ne le connais pas. C'est vrai que tu vois, photo au braque, là, je me dis chaque année, je me dis bon, il faut que j'aille les rencontrer. Mais en fait, je suis toujours débordée, j'ai jamais le temps. Mais l'année prochaine, je me dis, je vais aller tu vois, parce que même je me dis en termes de partage d'expérience, tout ça, c'est vraiment hyper intéressant ce qu'ils font, et qu'il y a des choses qu'on fait de la même manière et des choses différentes qui pourraient être inspirantes pour nous. Et parce qu'au final, c'est quand même il y a beaucoup de bénévoles, des gens qui font ça gratos, et ça, quand même, on n'en parle pas assez souvent. Des gens qui font ça en plus de leur taf, le soir, entre 20h et 22h. Enfin, il y a beaucoup de gens là. Mais après, il y a aussi beaucoup de gens, peut-être, qui surfent aussi sur le fait de faire mousser le travail des autres. Enfin, bon, là, moi, tu vois, je suis pas dans ces sphères-là, je sais pas. Ouais. Et pour revenir sur la photo animalière, parce que c'est un truc qui intéresse pas mal de gens. Ouais. Au final, c'est un petit milieu, mais un milieu qui attire beaucoup de photographes. Dans le podcast, on avait reçu Laurent Baheux qui en parlait Ouais, en génial, long. j'adore le travail de Laurent Baheux. Ouais. Comment tu le perçois, toi, de l'extérieur, en étant aussi avec ton regard de journaliste? Comment tu le perçois, enfin, et de journaliste d'amoureuse de photo aussi, parce que t'es quelqu'un qui a une bonne culture photo, qui va à des festivals, qui va à des salons, etc., qui connaît l'environnement. C'est sympa, mais je sais pas si c'est vrai. Mais le photographe naturaliste, moi je dirais que il y en a une grande partie. C'est des ados qui ont eu un contact privilégié avec la nature, de par leur environnement, enfin le lieu où ils ont grandi, ou leurs parents, ou leurs grands-parents, enfin quelque chose d'assez, tu vois, filial. Euh, je, je dirais qu'il y a pas mal de gens dont ça a été une espèce de rencontre, tu vois, assez jeune avec
cet environnement-là, ou peut-être même, tu vois, ces moments d'ennui ou ces moments de découverte de la nature où ils étaient. Il y a ces profils-là. Et puis il y a aussi des profils de gens qui ont eu besoin de se mettre en retrait, parfois aussi un peu des humains, mais pas parce que ils géraient pas tellement bien la relation les humains, mais parce que tout d'un coup, un besoin un peu de ralentir, de retrouver du calme et tout ça, et qui en fait sont rencontrés, enfin se sont dit qu'il y avait vraiment de quoi, enfin que le terrain d'exploration était immense. Après, il y a aussi des scientifiques qui étaient dans comment dire, des aventures, enfin, ou des processus de documentation scientifique et qui ensuite sont devenus des agents de terrain parce ils devaient argumenter leurs recherches par du texte et de l'image et qui ensuite après. Donc, je dirais qu'il y a assez de. Souvent, c'est des gens hypersensibles qui sont oui, fait une sorte de quête, mais après c'est pas mystique non plus, hein, mais je dirais ça, globalement, je dirais que c'est des gens assez hypersensibles, quoi. C'est, c'est rarement des gens qui sont, même s'il peut y en avoir, hein, mais des gens qui sont très business, enfin c'est toujours des gens qui sont quand même animés par la sensibilité. Après là, c'est vrai que depuis quelques années, en fait, le travail qu'ils avaient enclenché est beaucoup plus connu et admiré par le grand public, ce qui n'était pas le cas il y a 20 ans. Comment tu l'expliques ça? Le fait qu'il y ait autant de gens comme ça qui soient intéressés par ça? Autant de gens qui sont intéressés par ça, mais parce que je pense qu'il y a une sensibilisation au fait qu'il faut qu'on fasse réellement attention à pas trop brûler nos cartouches, quoi, tu vois, cette espèce de politique de la terre brûlée, de notre énergie, de nos cartouches. C'était un fantasme dont plus personne n'est dupe. Maintenant, après, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie d'être connectés comment dire, ou au territoire, ou à l'univers, ou à l'époque, ou au temps dans lequel ils vivent. C'est-à-dire, c'est une forme être connecté au dehors et à la nature et au sauvage. C'est vraiment se sentir vivant, mais au sens premier du terme. C'est-à-dire que enfin, je sais pas, si tu vas courir sous la pluie, si tu te retrouves à marcher tout d'un coup, tu t'assois et tu croises un renard, enfin, t'as une espèce de truc où quand même t'as une vibration qui est quand même assez importante, quoi. Et du coup, effectivement, ça peut être personnel, mais ça peut être aussi partagé avec un groupe. Mais je pense que c'est une façon d'être connecté là, aujourd'hui, maintenant. Et que face à tous ces questionnements... Mais bon, peut-être qu'après, non, je sais pas. Je sais pas si je suis en capacité de répondre à un truc qui est aussi compliqué parce que c'est... En tout cas, c'est devenu beaucoup plus grand public d'être sensibilisé à la nature et à la biodiversité. Il y a 20 ans, c'était plus réservé à un certain type de gens. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus mainstream, quoi. Et c'est plutôt une bonne chose. Il y a peut-être un retour aussi, enfin une envie de retour à la nature, qu'on a tous été habitués à un environnement urbain et peut-être l'envie de retour à la nature, parce que ça devient quelque chose de perçu comme étant quelque chose de rare. Tu sais, on parle d'espèces en voie d'extinction, de choses qu'on verra peut-être Oui, plus jamais. peut-être pas pour les mêmes raisons. Certains, c'est pour un retour, d'autres, enfin, un urbain pour découvrir, oui, cet aspect naturel précieux. Quelqu'un qui a des racines plus paysannes et qui va revenir plus aux racines plus personnelles. Mais non, mais je pense que c'est aussi corrélé au fait que c'est un peu fini de positionner l'humain au-dessus de la chaîne, tu vois. C'est-à-dire que ça, c'était des trucs quand, enfin, je sais pas, il y a 30 ans, c'était un peu l'humain qui génère de la croissance, qui est un peu tout puissant et grâce à son mental et qui allait, tu vois. Maintenant, beaucoup de chercheurs, par exemple, étudient, tu vois, certaines manières, enfin, comment les animaux gèrent tel aspect. Enfin, tu vois, par exemple, j'ai perdu le nom, mais ouais, voilà, le mimétisme. Ça, c'est bon, c'est pas tout jeune, mais c'est monté en puissance, en fait, de redevenir beaucoup plus humble. L'humain, il est finalement beaucoup plus humble et il s'inscrit dans dans tout, enfin, il fait partie de toute cette biodiversité. Il n'est pas au-dessus. Et ça, c'est philosophique, politique. Bon, mais malheureusement aussi, c'est peut-être lié au fait de enfin,
voilà, l'urgence un peu de la perte du nombre d'insectes et d'oiseaux tous les jours. Enfin, mais ça fait un peu de bien et du coup, ça reconnecte, tu vois. Genre, un peu, ça reconnecte un peu au réel. Donc, ça a fait découvrir aussi. Parce que, bon, peut-être, je sais pas ce que t'en penses, mais moi, j'ai l'impression que oui, il y a 30 ans, il y avait une position, l'humain était positionné beaucoup plus haut dans la... Maintenant, c'est fini, quoi. Ouais. Et est-ce que tu penses qu'il y a, du coup, enfin, la vision que tu as de ce type de photographie, tu vois qu'il y a est-ce que tu perçois un avenir peut-être un peu plus radieux que dans d'autres types de photos, par exemple le photojournalisme, ou est-ce qu'il y a une économie peut-être un peu plus solide dans la photographie d'animaux ou de nature qu'on pourrait voir Non, ailleurs? Non? je dirais pas ça, mais pas parce que je dirais pas non, c'est mieux ou moins bien. Non, non. Et d'une, parce que je pense que j'ai pas comment dire, le potentiel, enfin, comment dire, oui, la maîtrise culturelle de tout, tu vois, ces écosystèmes-là, et puis en plus le comparatif, je pense que je suis pas en capacité de répondre à cette question. Et en plus, moi, ce que je crois, c'est que ce qui peut marcher aujourd'hui, c'est plutôt à la fois l'originalité, sans vouloir dire qu'il faut forcément faire un truc que personne n'a jamais fait, mais c'est l'originalité, le niveau d'exigence que tu as mis pour le faire, la manière dont tu l'as traité, tu vois, un peu comme si c'était un peu tous nos métiers, c'est-à-dire comment tu l'as écrit, mais pour un photographe par exemple, comment tu as écrit, comment tu l'as pris en photo, comment tu l'as monté, comment tu l'as présenté, comment tu t'es inscrit euh, journalistiquement ou artistiquement ou scientifiquement, puisque là on parle d'un photonaturaliste. Et du coup, c'est vraiment l'aventure que tu vas mener qui va faire que là tu peux percer et vraiment bien gagner ta vie. Ou au contraire, avoir un parcours qui est vraiment honorable, mais qui sera plus à visée documentaire pour fonds scientifiques. Mais ça ne veut pas dire pour autant que ce ne sera pas moins noble, mais c'est juste que voilà, tout dépend de ce que tu veux faire. Mais du coup, je dirais pas. Il y a certains photographes naturalistes qui vivent très bien de leur métier, d'autres qui galèrent énormément. Il y en a, voilà, il y en a beaucoup. Et à la fois, comme tu dis, il y a beaucoup de jeunes qui rentrent dans cette... ou de moins jeunes qui se reconvertissent. Donc c'est à la fois attractif, mais parce que ça a du sens pour eux. Après, le modèle économique, voilà, c'est compliqué. Ouais. Qu'est-ce qui fait la différence justement entre ceux qui galèrent et ceux qui galèrent pas, selon toi? C'est comme les chasseurs, il y a le bon et le mauvais. T'as été bien amené, ça là quand même. Je sais pas, c'est compliqué ça. Parce que tu vois, on parle beaucoup enfin, l'environnement, c'est même plus une sous-thématique ou une thématique, quoi. Ça devient, tu vois, on en parlait ensemble il y a quelques temps aussi, dans les écoles de journalisme, t'as des écoles qui se montent et qui forment carrément des masters de journalisme en environnement. Ce qui est assez incroyable au final, parce que, et du coup, un photographe indépendant pourrait se dire, bah, du coup, c'est une thématique qui a la hype. Du coup, si je fais des reportages qui vont dans ce sens, j'en vendrai peut-être même à Pyrénées Mag, je peux leur vendre un sujet sur l'environnement, quoi. Donc, tu Oui, penses qu'il y a... oui, je suis d'accord avec toi. Par contre, si tu le fais juste dans l'objectif de le vendre, je suis pas sûre que tu le vendes très bien. Oui, tu pourras le vendre un peu, mais je crois quand même que ça doit s'inscrire dans un parcours professionnel qui est cohérent. C'est-à-dire que tu le feras mieux si ça fait X temps que tu as bossé un peu ton sujet, que tu sais qui solliciter, ou quel territoire aller couvrir, ou quelle espèce, ou tu vois, ça peut pas être que pragmatique. Alors oui, de façon pragmatique, tu peux te dire, oui, ben, moi, c'est une thématique ou en tout cas un univers qui m'intéresse. Donc tant mieux, t'arrives au bon moment, dans la bonne config. Mais si c'est juste pragmatique, je pense pas que tu sors du lot. Parce que tu vas avoir... Enfin, Beaucoup de concurrence aussi. oui, et ton background, il sera un peu maigre, parce que tu seras un peu trop pragmatique, tu vois, mais au sens, même si c'est pas un mot c'est ni positif ni négatif, mais là, pour le coup, ce sera un peu négatif, parce que il va te manquer des données. Donc après, si tu bosses comme un dingue, si tu es hyper exigeant, X années après, oui, là, tu vas pouvoir vraiment te... Mais je pense que tu ne peux pas... tu peux pas tout faire. Enfin, c'est-à-dire, il arrive un moment où tu choisis un peu ce qui te botte et là où tu te sens bon et là où tu as un bagage et là où tu as envie de nourrir ton bagage de façon. Donc,
Voilà, je pense que ça, c'est quand même le truc à dire. Mais c'est valable, à mon avis, pour tout type de photo, quoi, en fait. Ouais, c'est clair. Est-ce que tu as un dernier conseil à partager, toi qui interviens dans des cursus de jeunes photojournalistes et de jeunes journalistes? C'est quoi peut-être, je vais poser la question différemment. C'est quoi le conseil qu'on t'a donné, toi, quand tu étais en école de journalisme ou depuis que tu es sorti de ton école, qui t'a impacté et que tu aimerais vraiment partager aux gens qui nous écoutent? Un truc qui t'a provoqué un déclic peut-être et que tu aimerais partager? Alors, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup appris de mon école de journalisme. Franchement, j'ai eu la chance d'avoir des intervenants, des profs, qui étaient de très bonne qualité et des intervenants professionnels qui étaient de très bonne qualité aussi. Mais tu vois, quand tu m'as posé la question, c'est pas ça qui m'est venu en fait. C'est plutôt ce que je disais la semaine dernière aux étudiants de la licence pro des métiers de journalisme là, de Perpignan. Mais ça, c'est lié à mon âge et à mon vécu professionnel. Le truc que j'ai envie de dire, c'est quand vous avez un projet, menez-le à terme. Allez jusqu'au bout. Faites des choses, faites des projets. Faites des trucs super ou des trucs merdiques. Mais en fait, le fait de faire, ça permet de lever toutes les barrières ou du syndrome de l'imposture, ou de l'exigence mal placée, ou de l'ego, enfin, tout un tas de trucs là qui polluent un peu. Mais par contre, faire des projets, les mener à terme, collaborer avec d'autres gens complémentaires qui ont des compétences complémentaires aux vôtres, faire des projets seuls ou en collectif, et surtout aller au bout. Parce qu'en fait, tu les fais, t'es un peu happé par l'action, et après, en réfléchissant, évidemment, hein, tu fais pas les trucs sans réfléchir, mais en choisissant les bonnes personnes et en réfléchissant à ce que tu souhaites faire. Après, quand tu te retournes, tu te rends compte que t'as pris une assurance, t'as enlevé tout ce qui pouvait te gêner, tout ce qui gênait, et finalement, t'as une espèce de, t'es augmenté, et moi, en tout cas, moi, faire et aller jusqu'au bout des projets concrets m'a permis de me sentir à la fois plus légitime et meilleure professionnellement, enfin plus compétente en tout cas. Même si après c'est discutable, c'est vrai, c'est pas vrai. Mais en tout cas, en termes de posture, quel confort que de travailler en se disant voilà, j'y vais, et parce que et je trouve que le positionnement, enfin les gens qui font ça autour de moi, je trouve qu'ils ont en plus un bon positionnement, parce qu'ils sont capables de dire ça, je suis hyper content, c'était super bien, ça, c'était de la merde, à le refaire, je le ferais pas pareil. Mais au lieu de fantasmer tout ça, de qui on veut être, de quel objectif on veut obtenir, enfin, quel objectif on veut atteindre, non, on fait des choses, on mène des projets, on se sert des choses qui nous bottent ou des choses qui nous intéressent intellectuellement ou enfin, émotionnellement, mais on va au bout. Et comme ça, on s'emmerde pas la vie avec tout le reste. Et bon, après, je dis ça quand on n'a pas besoin. Enfin, je veux dire, indépendamment de l'aspect, il faut manger, il faut récupérer un salaire. Mais si on arrive à associer les deux, là, pour moi, c'est le jackpot. Parce que ça fait des gens épanouis. Et moi, les gens les plus intéressants, les plus nourrissants que j'ai croisés dans mes années, dans ma carrière au boulot, c'était ces gens-là. Des gens qui ont fait plein de trucs. Parfois différents, parfois cohérents, parfois un peu moins. Mais alors que les grands théoriciens, c'est pas les gens les plus épanouis. C'est juste ça. Ouais, c'est vrai. Ça me donne envie de te poser plein de questions, mais je vais te les poser en dehors du podcast. Donc, merci pour ce temps et merci pour cet échange. Merci, Paul. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à vous abonner pour ne pas rater les prochains grands entretiens. Si vous êtes photographe professionnel et que vous souhaitez accéder à des ressources plus poussées pour vous aider à booster votre activité, j'ai préparé pour vous une boîte à outils numérique que vous pouvez télécharger en description de l'épisode. Je vous laisse découvrir tout ça tant qu'elle est encore disponible gratuitement et je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode du podcast.